Bonjour à tous, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour cette nouvelle saison d'Entrecases. Nouvelle saison, nouvel format, nouvelle équipe. Vous me retrouverez désormais accompagné dans les émissions Entrecases avec la sémillante experte en bande dessinée, Emmanuelle Klein. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Nous sommes ensemble pour une émission en direct d'une demi-heure. Nous vous parlerons du Vendée Globe, la fameuse course en solitaire dont les navires ont pris la mer il y a quelques jours. Vous verrez une interview de Grégor Rosinski et Xavier d'Horizon qui nous parlent du dernier épisode de Torgal, le 35e, et le premier qu'ils ont fait ensemble. Laurent Giannati sera également présent. Laurent, notre journaliste, bonjour Laurent, BD-Gest, BD-Gest qui est la plateforme référente dans le monde de la bande dessinée sur Internet en France et qui est notre partenaire. Laurent, donc, qui nous présentera le coup de cœur BD-Gest, l'album coup de cœur BD-Gest de la semaine. Pour commencer, je vous propose d'accueillir notre invitée de la semaine, Vanida. Bonjour Vanida. Bonjour. Avec Vanida, nous allons parler de l'album que vous sortez à la boîte à bulles et qui s'appelle L'année de la chèvre. Vanida est notre invitée aujourd'hui, effectivement, pour cette première émission. Bienvenue Vanida. Merci. On va causer avec vous de votre, j'allais dire, triple actualité, parce que alors, vous êtes une auteure, vous êtes née dans le sud de la France, mais vous êtes partie ensuite en Belgique pour étudier la bande dessinée, c'était aux Beaux-Arts de Tournai. Tout à fait. Et puis vous êtes restée pas si loin, à Lille, Oui. voilà, vous avez monté un atelier d'auteur, vous avez travaillé ensemble, et puis là, alors, on va pas revenir sur toutes vos actualités, notamment, enfin si, on peut citer L'immeuble d'en face, qui était votre première grande série, grande saga, qui a eu beaucoup de succès, il y a eu 3 tomes, une intégrale, dans laquelle vous racontiez un peu tous ces personnages qu'on croise dans l'immeuble, enfin c'était des jeunes, des vieux, voilà, plein de choses. Et puis là, depuis quelque temps, c'est vrai que vous avez parlé de collégiennes, de lycéens, enfin c'était plutôt plus jeunesse. Et puis là d'ailleurs vous revenez avec Mia. Mia c'est dessiné par Nicolas Itoridé, c'est ça ? Nicolas Itoridé, oui. C'est Itoridé, voilà, merci. Là en fait, à nouveau, on repart dans un univers de collégiens. Et puis, c'est pas moi qui dessine. Oui. C'est ça, voilà, parce qu'en fait, vous avez alterné entre, parfois vous êtes auteur complète, parfois vous êtes autrice d'ailleurs, on dit maintenant, vous êtes dessinatrice, scénariste, vous maîtrisez un peu tous les arts, et puis on va parler, on le disait, de l'année du dragon et de l'année de la chèvre, 2 livres qui viennent de paraître à la boîte à bulles. L'année du dragon, vous avez dessiné, c'était scénarisé par François Duprat, qui est avec vous dans cet atelier à Lille, justement. Tout à fait. C'est sorti chez Carbas à l'origine, en 3 volumes. En 3 volumes couleur à l'époque. Voilà. Et du coup, là, comme c'est épuisé chez Carabas, la boîte à bulles le ressort en intégrale couleur à l'occasion de la sortie de l'année de la chèvre. Voilà, ça c'est la nouveauté, effectivement, l'année de la chèvre. Mais là, vous avez changé les rôles, du coup, tant qu'à faire. C'est lui qui dessinait, c'est vous qui avez scénarisé. C'est ça. On a échangé et moi, je suis très contente de revenir à la boîte à bulles pour éditer cet album, car c'était mon premier éditeur. Donc voilà. Oui, pour L'immeuble d'en face, votre fameux succès auquel je faisais référence en débutant. C'est drôle l'échange, j'en dis juste un petit mot, c'est drôle l'échange parce que vous êtes 2 dessinateurs différents, donc vous avez nécessairement, naturellement des styles différents. Comment est-ce que vous êtes arrangé pour que le style ait l'air un petit peu du même, quoi ? Alors, on a... Graphiquement. Oui, graphiquement. Oui, parce qu'en fait, avec François Duprat, du coup, on a des influences complètement différentes. C'est-à-dire que lui, il vient de la BD franco-belge, alors que moi, je viens plutôt du manga. Oui. Et c'est vrai que quand on s'est rencontrés aux Beaux-Arts, on s'est aperçu qu'on avait un univers commun, malgré ces différences, qui était plutôt le quotidien contemporain, vraiment les personnages dans leur vie de tous les jours et tout ça. Et c'est pour ça qu'on a eu envie de travailler ensemble. Et à force de se côtoyer, à mon avis, nos styles se sont un peu rapprochés, quoi. Donc voilà, on peut échanger les rôles assez facilement, finalement. Enfin, ça le fait très bien. Oui. Voilà. L'année de la chèvre, en fait, on va retrouver du coup un des personnages qui était présent dans l'année du dragon. Ce sont 2 livres totalement indépendants. Oui, c'est plus un spin-off qu'une suite, en fait. Oui, c'est ça. On prend un personnage et on refait une histoire indépendante avec ce personnage. Mais contrairement à ce que vous avez fait, je le disais, dans certaines séries, et notamment le fameux Mia, ça c'est récent aussi, c'est sorti à la rentrée. Sorti au mois de septembre. Là, en fait, vous avez multiplié les générations. C'est-à-dire que moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce récit, c'est que, évidemment, on va retrouver des plus jeunes, mais il y a la mère, il y a la grand-mère. Enfin, c'est aussi le
les résonances et les relations entre ces différentes générations que vous voulez raconter dans ce livre-là. Oui, c'était vraiment, je voulais faire une espèce de constellation familiale et de voir que quand la vie de un bascule, et en fait, ça fait un peu basculer toute la... L'effet domino. Oui, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et en fait, comme dans l'histoire, il y a plusieurs personnages qui sont du même signe du zodiaque chinois, voilà, chacun change. Et voilà, ça fait changer toute la famille, il y a des évolutions. Voilà. Alors, il y a même des personnages un peu particuliers, ce qu'on retrouve d'ailleurs sur les 2 albums, deux personnages différents, ce sont des personnages qui sont des seconds rôles, qui sont très présents dans l'histoire, mais qu'on voit jamais, en fait. Il y avait Eric dans le premier, et puis il y a la fiancée de Cécile, je crois, dans le deuxième, qu'on ne voit jamais, mais qui sont en fait omniprésents. C'est une prouesse, j'ai envie de dire, narrative, ça. Oui, et c'est peut-être aussi des portes qu'on se laisse pour éventuellement faire d'autres spin-offs. Parce qu'il y a 12 signes du zodiaque. J'allais dire, il y a d'autres signes, vous pouvez y aller. On peut imaginer faire chaque signe sur le même principe. D'accord. Une autre des particularités de ce récit, je l'ai dit tout à l'heure, c'est dessiné cette fois-ci par François Duprat. Toutefois, il y a quand même certaines pages qui sont dessinées par vous, notamment celles liées à la chèvre. Voilà. En fait, c'est un principe qu'il y avait déjà dans l'Année du Dragon, où François Duprat dessinait les pages où le héros s'imaginait en dragon. Donc on a repris le même concept. Moi, je dessine les pages où l'héroïne est en rapport avec la chèvre. Enfin, les chèvres, il y a plusieurs animaux. Donc, la chèvre. Voilà. C'est la chèvre, quoi. C'est la chèvre de Monsieur Seguin aussi. Oui, voilà. Il y a aussi des moutons, il y a un faune. Enfin, voilà. C'est tout un bestiaire onirique. Qui reflète un peu l'évolution psychologique des personnages. Alors moi j'ai remarqué, c'est un détail, entre les 2 albums, il y a quoi ? Il y a 11 ans ? Il y a 12 ans. Quasiment 12 ans. Ouais, voilà, on va dire quasiment 12 ans. Un peu comme dans l'histoire. Et alors justement, il y a quasiment 12 ans, et la Bernadette, elle a un enfant de 12 ans. Donc je me dis quand même, elle s'est fait plaquer au premier, et elle a tout de suite retrouvé un mec, et elle a tout de suite fait un enfant, si j'ai bien compris. En fait, il y a 15 ans entre les deux histoires. Donc voilà, elle a eu 2-3 ans pour trouver quelqu'un d'autre. D'accord. Mais c'est aussi expliqué dans l'histoire que oui, cet enfant n'était pas prévu. Donc, c'est vrai. Donc voilà. Non, mais vous avez dû faire, j'imagine, un arbre généalogique, etc., très complet pour pouvoir mettre tout le monde d'accord. Oui, on a essayé de faire ça bien quand même. Il y en a un d'ailleurs, un arbre généalogique au tout début de l'histoire pour que les gens puissent se repérer justement dans cette constellation familiale pour bien repérer qui est qui. Et alors, tout n'est pas dit en fait dans l'histoire. Moi, il y a un petit épisode en une case en fait qui m'a vraiment choqué en fait. J'imagine que vous savez de quoi je veux parler, à savoir cette espèce de geste qui est un geste absolument épouvantable du grand-père sur la petite fille qui lui pose la main sur la poitrine. Donc c'est un geste qui est même pas ambigu, c'est un geste interdit. Et alors on revient pas là-dessus. On voit que la petite fille est choquée de ça sur l'instant, et puis finalement cette partie de l'histoire reste en suspens jusqu'à la fin. On a quelques idées sur, quand on voit la relation justement de ce grand-père avec la mère, donc avec sa fille, on sent qu'il y a quelque chose de pas très sain dans tout ça. Ça parle aussi de ça, quoi, des secrets de famille qui se transmettent. Voilà. Quand on n'en parle pas, les choses se répètent. Et donc voilà. Et en fait, l'histoire commence par la fin. Quand du coup, on comprend après les conséquences que ce geste a pu avoir. Quand on refait tout dans l'ordre. Dans cette histoire où vous écrivez donc le scénario, quelle est la part de Bernadette en vous ? Alors, il y a toujours une part de moi dans tous mes personnages. Moi, je suis chèvre de signe astrologique. Ah bah voilà. Maintenant, c'est tout, d'accord. Et il se trouve que ma maman est aussi chèvre. D'accord. Donc voilà, il y a aussi ce lien de maman-fille qui ont le même signe. Dites-nous tout, est-ce que François est dragon ? Oui, bah oui. Ah bah, nécessairement. Ils n'ont rien inventé. Évidemment, c'est comme ça que l'histoire a commencé quand on a voulu faire cette bande dessinée. Et alors, non, j'ai quand même dû puiser dans plutôt mes connaissances, parce que là, elle est maman de 2 enfants mariés en couple, ce qui n'est pas du tout ma situation. D'accord. Donc voilà, c'est... D'accord. Voilà. Mais après, dans son parcours, dans sa détermination, je pense que c'est quelque chose du signe de la chèvre, justement, qui
qui est commun à elle et moi. Parce que moi, je pensais plutôt dans cette expérience de vie, en fait, d'une femme trentenaire, en fait, qui est prise dans son quotidien de vie, et puis qui est prise d'un doute sur ce qu'elle vit au quotidien, etc. Ce qui est assez normal, j'ai envie de dire commun, sur l'existence des hommes comme des femmes, d'ailleurs. Oui, voilà. Mais je l'ai pas... même si je puise dans mes expériences, je ne l'ai pas du tout vécu comme elle a pu le vivre, vu que je n'ai pas du tout la même situation familiale qu'elle. Donc ça s'est joué sur d'autres choses. Ma précédente BD qui s'appelle Entre ici et ailleurs est peut-être plus proche de ce que moi j'ai vécu. D'accord. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'était plus autobiographique. Juste en quelques mots, quelle technique vous utilisez? Parce qu'on voit quelques planches diffusées là pendant qu'on se cause. Vous travaillez sur tablette, vous travaillez à l'ancienne, vous êtes moderne ou pas? Alors, je suis à moitié moderne, c'est-à-dire que mes pages, je fais tout au crayon de couleur pour l'année de la chèvre. Ouais. Et après, je scanne et je retravaille sur l'ordinateur à la tablette graphique. Et François, pareil, parce que du coup, c'est François qui a dessiné la plupart de ces pages, on l'a dit sur ce livre-là. Tout à fait, et il fait pareil. Il travaille au crayon, et après, il scanne et il fait la couleur sur l'ordinateur. D'accord, oui, effectivement. Donc il y a et du tradi et du moderne. Bon, voilà, ils sont merveilleux. François Duprat et Vanida, donc on vous recommande évidemment L'année du dragon, si vous vous faites, voilà, ça sera l'occasion de le découvrir si vous ne connaissiez pas encore, et L'année de la chèvre, la nouveauté. Et puis quand même, voilà, je le disais, moi j'ai beaucoup aimé Mia. C'est plus jeunesse. Oui, voilà. C'est à partir de 9 ans. Là, du coup. Oui, mais enfin 9 ans, puis c'est des collégiens, mais c'est vrai voilà, ils aiment beaucoup les jeux vidéo. C'est une jeune fille qui est amie avec des garçons, avec une bande de gars, et voilà, ils aiment la musique et les jeux vidéo, c'est de leur âge, et c'est vachement bien raconté aussi. Merci. Et ça se rapproche plus de l'univers, d'ailleurs, de votre univers d'origine, et l'univers qu'on vous avait prédit, parce que moi je me souviens au moment de l'immeuble d'en face, on disait de vous que vous étiez une espèce de révélation dans la bande dessinée française, puisque vous alliez créer le renouveau du manga à la française. Ah oui. Voilà, du fait des personnages, ça certainement. C'est vrai que Nicolas a un dessin très très manga, mais pour cette histoire, c'est une demande du dessinateur de raconter une histoire d'ado. Et en fait, je me suis basée sur son adolescence à lui pour écrire cette histoire. Voilà. À ce moment de votre carrière, est-ce que vous vous sentez toujours une mangaka, en fait, concrètement? Alors, je me suis jamais vraiment sentie mangaka dans le sens où je connais les rythmes de production des Japonais. D'accord. Mangaka à la française, voilà. D'accord. Et je ne rêve pas du tout d'avoir le même rythme de production, même si du coup, je fais quand même des albums avec une grosse pagination. Mais dans mes derniers albums, il y a eu de la couleur, il y a eu du la vie. Enfin, je me suis un peu détachée de la trame, du dessin tramé comme font les Japonais. Et voilà. Même si je garde une grosse pagination comme les mangas, voilà. Je reste un peu entre les deux quand même. Oui, c'est ça. Vous n'êtes pas passé aux 46 pages couleur classique. Non, voilà, toujours pas. Non, toujours pas. Très bien. D'autres choses, vous avez déjà commencé à travailler sur d'autres projets? Alors là, je suis sur le tome 2 de Mia & Co. D'accord. Avec Nicolas. Et je vais commencer très très bientôt un tome 2 de Un petit goût de noisette. Oui, très bien. Ça aussi, c'est vrai. Parce que je viens de finir un gros projet sur lequel j'ai travaillé pendant très longtemps, qui s'appelle 1 million d'éléphants, qui raconte l'histoire du Laos des années 30 à aujourd'hui, et qui sortira chez Futuropolis au mois de janvier, avec Jean-Luc Cornette au scénario. Bon, sur vos origines du Laos, hein? Oui, voilà. Ouais. On ne manquera pas d'en parler et de le lire en tous les cas. On y revient, promis. Bien. On enchaîne ? On enchaîne, on passe à la suite. Donc, à l'occasion du départ du Vendée Globe, qui a eu lieu il y a quelques jours, donc tous ces navires qui sont partis pour quasiment 2 ou 3 mois en mer, en solitaire, une des courses les plus compliquées et les plus difficiles qu'il existe. Emmanuel, vous avez souhaité nous parler du Vendée Globe à travers la bande dessinée. Eh bien, on se retrouve dans un instant. C'est notre sujet de la semaine. Le Vendée Globe est effectivement parti dimanche, voilà, parce qu'on est en direct, on le dit, on est aujourd'hui, mais l'émission est en multidiffusée, c'est pas forcément, mais en tout cas c'est forcément une actu assez proche. Et le Vendée Globe, c'est une immense course en solitaire, effectivement, ces gens sont fous, hein. Ils partent. Ces gens sont fous. On nous annonce cette année, a priori, le record devrait être battu, ça devrait descendre à 74 jours, voilà, pour faire le tour du monde en solitaire, dans des IMOCA. Alors moi j'ai appris des tonnes de choses, notamment grâce au livre dont je vais parler aujourd'hui. Oui. Les IMOCA, 60, ce sont ces grands bateaux, donc ce sont surtout des hommes qui font ces courses-là, parce que c'est des bateaux, il n'y a pas de salle de bain dedans, donc autant c'est pas possible. Oui, d'accord. Oui, le genre de critères important, voilà. Non mais c'est fou, quoi, là, ils partent. Là, certains font la course pour la première fois, ne savent pas ce
qu'ils vont trouver. C'est-à-dire qu'ils partent, ils prennent évidemment, ils les conseillent des autres, etc. Mais on ne sait pas. Donc les mers du Sud, ça reste un truc de fou. Enfin voilà, moi je suis assez admirative, cela dit, sur leur capacité, ce sont des vrais aventuriers du 21e siècle. Aujourd'hui, je trouve que c'est une aventure de fou. C'est parti, donc c'est une immense course. C'est la plus grande régate en solitaire du monde. Il y a des coureurs, des régatiers, on va dire, du monde entier, évidemment, qui y participent. Même si c'est parti donc, des Sables d'Olonne, ça part de la France et ça revient en France, mais c'est évidemment suivi dans le monde entier. Il y a plus de 80 chaînes de TV qui retransmettent les événements au fur et à mesure. Oui, c'est gigantesque. Les indiennes de chaînes françaises, évidemment, 21 chaînes internationales, et puis vraiment des trucs. C'est la 8e édition, parce que c'est tous les 4 ans, donc elle a pas si souvent. Voilà, et donc c'est pour ça que ça en fait évidemment un événement. C'est parti des Sables d'Olonne, mais à Paris, je vous signale, il y a un PC course sous la Tour Eiffel, etc., où on peut suivre, etc., aller voir le truc. Enfin, voilà. Et donc la bande dessinée n'est pas passée à côté, évidemment. Alors je vais vous présenter 3 livres, en tout cas, qui traitent du Vendée Globe de façon très différente. La première, c'est l'histoire du Vendée Globe. Ça fait Paris aux éditions d'Argo, signé Chenet et Garetta. C'est plus historique. Alors c'est un marin imaginaire, en fait, qui raconte les histoires. Ils sont allés, dit les auteurs, rencontrer les vrais skippers qui ont fait le Vendée Globe, notamment, alors je la cite parce que c'est la seule femme qui a pris la Vendée Globe. Je disais, il n'y a pas de salle de bain, donc je ne sais pas si c'est un critère, mais en tout cas, il y a très peu de femmes, c'est comme des hommes qui font ça beaucoup. Elle s'appelle Samantha Davis et en 2008, elle a fait le Vendée Globe, donc elle fait partie des auteurs, des marins que les auteurs ont rencontrés pour raconter cette histoire. Donc au travers, je le dis, de ce récit imaginaire, mais totalement illustré et raconté. Donc cette traversée, cette histoire de fou, encore une fois. Donc, et puis beaucoup de reportages, d'informations sur les bateaux, sur les skippers qui ont pris la mer cette fois-ci. Il y a un lexique aussi, c'est très, très détaillé, c'est assez historique. Mais évidemment, si vous voulez apprendre des choses, si vous voulez survivre la course d'une autre façon, vous pouvez découvrir cette bande dessinée-là. Dans un tout autre genre, là c'est de l'humour, ce sont des gags en une planche. C'est un dessinateur de presse qui s'appelle Paul Pinault qui a fait paraître ça aux éditions de Beaupré. Là en fait ce sont des gags en une page où on va retrouver depuis le village du Vendée Globe, ce sont des histoires où on va retrouver ce personnage. Alors ce personnage on l'a découvert, il est connu notamment au Sables d'Olonne parce que je vous dis comme l'auteur est dessinateur de presse, il publie dans les journaux locaux, journaux de Sables d'Olonne, etc. Donc on trouve des personnages, le fameux Alban de Merlu, c'est le héros et c'est lui qui a le rôle titre, sa femme, ses amis, son chien, etc. Et donc qui vont se promener. C'est du gros nez. Oui, c'est du gros nez, qu'on peut dire ça comme ça, mais sauf que c'est toujours des jeux de mots sur chaque page, etc. C'est assez drôle, et puis évidemment, c'est aussi une autre façon de découvrir le Vendée Globe, parce qu'on apprend quand même des choses aussi. Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez rigolo, évidemment, et je voulais vous en parler. Et le dernier que je voulais signaler, là, c'est pas vraiment de la bande dessinée, c'est plutôt du livre illustré. Ça s'appelle Olive adopte un skipper. C'est signé Fanny Le Saint. C'est toujours chez le même éditeur Beaupré qui se spécialise dans les univers autour de la mer. Et là, cette fois-ci, cette jeune blogueuse, en fait, a été envoyée spéciale au Sables d'Olonne pour aller couvrir le Vendée Globe. Et donc, elle va. C'est plus. Vous voyez, donc il y a des grandes illus. Là, vous voyez, elle rencontre un skipper. Elle dit mais alors, un IMOCA, c'est quoi? Le fameux IMOCA dont je vous parlais, c'est les grands bateaux. Ça fait. Par exemple, le mât, il fait 3 girafes. Donc voilà, la tour de 3 girafes. Alors, il faut savoir quelle taille fait une girafe, mais voilà. Et donc, c'est tout plein d'informations sur le monde de la mer. Elle a rencontré des skippers qui ont pris le départ. Ils sont un certain nombre à avoir raconté leurs histoires de mer. Certains ont déjà fait le Vendée Globe, d'autres pas. Mais voilà, donc c'est vraiment un livre pour les béotiens comme moi. Vous apprendrez plein de choses. Et voilà, c'est l'occasion d'avoir un petit focus sur le Vendée Globe. Bien. Parfait. On va maintenant s'adresser à notre ami Laurent. Laurent, journaliste BD Geste, qui va nous parler de son coup de cœur BD Geste de la semaine. On t'écoute, Laurent. Donc, de l'album coup de cœur de BD Geste de la semaine, il s'agit de l'épouvantable peur d'Épiphanie Frayeur. C'est un album jeunesse dessiné par Clément Lefebvre, écrit par Séverine Gauthier. Il s'agit d'une petite fille qui a 8 ans et demi et qui a un petit peu peur de tout. Et sa peur est représentée par une sorte de grand monstre noir aux yeux ronds qui la suit de partout. Épiphanie, elle a un petit peu marre d'être suivie par ce grand monstre. Elle décide d'aller voir le docteur Psyché, qui est dans une forêt étrange où elle va faire plein de rencontres, un petit peu à la manière d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Elle va rencontrer plein de personnages étranges. Elle va rencontrer un homme qui a perdu son sérieux. Elle va rencontrer un coiffeur. Elle va rencontrer un dresseur qui essaie de dresser sa peur, mais qui va avoir beaucoup de mal, comme vous pourrez le voir. C'est très tendre, c'est aussi très drôle. On retrouve Séverine Gauthier dans un registre poétique, évidemment, qui parle des peurs enfantines, un petit peu comme elle l'avait fait dans Aristide Bras du Noir. Ouais.
dans Mon Arbre, dans Cœur de Pierre. On retrouve aussi le dessin tout en rondeur de Clément Lefebvre, avec des couleurs magnifiques, un petit peu couleur d'automne, un petit peu noir aussi pour illustrer la peur d'Épiphanie. Et il y a aussi un petit bestiaire à la fin de l'album. C'est un petit précis psychologique à l'intention des phobiques. Alors par exemple, Emma et Nicolas, savez-vous ce que c'est? Alors je lis que la phélinusinfophobie. À vos souhaits. Oui, on te le répète pas, vas-y. Alors il s'agit de la peur d'avoir un chat dans la gorge qui est nourri exclusivement de croquettes au saumon. D'accord. Super. Voilà, donc c'est un très bel album. C'est très joli en tout cas, ouais. Ça donne envie. Hein. C'est très très beau, avec une maquette comme d'habitude très très soignée des éditions Soleil, en particulier la collection Métamorphose qui est magnifique. C'est à offrir pour Noël, éventuellement en lecture accompagnée pour les plus de 8 ans. Merci Laurent, on se retrouve évidemment très bientôt pour la suite de tes coups de cœur. À bientôt. À bientôt. Je vous propose maintenant de retrouver l'interview qu'on a réalisée avec Grégor Rosinski et Xavier d'Horizon à l'occasion de la sortie du 35e album de Torgal, le premier qu'ils réalisaient ensemble. Et pour commencer, la première question qu'on leur a posée, c'est quel est le plaisir que vous avez pu prendre l'un et l'autre? Ils ont des âges différents et ils sont engagés d'une manière différente sur cette série. Quel est donc le plaisir que vous avez pris l'un et l'autre pour réaliser cet album? Je suis heureux. Après, je peux continuer toujours la série avec les scénaristes. Après Jean Van Damme, je connais des grands artistes, des plumes, des dialogues et des imaginations, comme maintenant avec Xavier. En fait, c'est un double plaisir. Le premier, c'est celui de retrouver un rêve de gamin. Parce que moi, j'ai découvert Torgal, j'avais 13 ans, 12-13 ans. Et pour moi, ceux qui faisaient Torgal, c'était, je sais pas, comme aujourd'hui, Steven Spielberg ou David Bowie, quoi. C'était des gens extraordinaires. Et tout d'un coup, je me retrouve dans cette aventure, une trentaine d'années plus tard. Mais ça, déjà, c'est totalement magique. Et puis, la deuxième chose, c'est que pendant longtemps, je m'étais refusé à écrire de l'heroic fantasy ou de la viking fantasy tout court, parce que je pense que c'est un genre très dur. En réalité, il ne suffit pas de mettre des monstres, de la violence ou des effets spéciaux pour que ça marche. Il faut d'abord des histoires humaines, et je pense que c'est des choses qu'il faut travailler longtemps quand on est scénariste. Et donc pour moi, c'était une nouvelle ère de jeu difficile, mais justement, ce challenge m'amusait. Grégor, vous avez travaillé avec donc plusieurs scénaristes sur cette série, donc Jean Van Damme qui a créé la série avec vous, puis Yves Sante, maintenant le tout jeune Xavier d'Horizon. Qu'est-ce que vous apporte Xavier en tant que scénariste en renouveau sur la série? Bon, il a fait une chose très difficile, il m'a énormément impressionné, parce que après l'histoire dernière histoire de Yves Sante, et qu'il est tellement riche, tellement compliqué des événements, et que de sortir de là et de le mettre dans le chemin droit à notre cible, qui est le pays viking, pays du Nord, c'était extrêmement difficile. Alors je te remercie beaucoup, Xavier, ce que tu as fait très très bien. Et vous, Xavier, justement, en tant que scénariste, arrivé sur une telle série, une série énorme comme Torgal, qu'est-ce que ça représente comme difficulté et quelle est la part de Xavier d'Horizon, désormais, dans Torgal? La difficulté, c'est que vous passez après Yves Sante, qui a beaucoup travaillé sur cette série, et vous passez après Jean Van Damme, qui a écrit énormément d'albums et des chefs-d'œuvre. Donc, vous savez que la comparaison va être difficile. Bon, ça fait un sacré challenge quand même. Donc moi, j'ai essayé de rentrer dans ce cadre, en me mettant en plus dans les pas de Yves Sante, qui avait écrit l'épisode d'avant. Et ce que j'ai essayé, moi, d'y apporter, c'est peut-être une volonté de rendre la série un peu plus adulte, dans le sens sans doute un tout petit peu plus réaliste, un tout petit peu plus violente. Et je me suis dit que j'allais chercher les aspérités de Torgal.
C'est-à-dire, c'est un personnage qui profondément est noble, profondément bon, et ça, il faut l'assumer. Et je pense que dans un monde où on est avec des héros qui sont souvent très cyniques aujourd'hui, c'est bien d'avoir des personnages positifs, mais positif, ça ne veut pas dire lisse, ça ne veut pas dire sans défaut. Et moi, je vais aller chercher ça chez lui. Voilà, en plus de ce côté plus adulte. Grégor, vous avez la réputation depuis des années d'utiliser à chaque nouvel album de nouvelles techniques. Est-ce que vous avez utilisé de nouvelles techniques graphiques pour cet album-là? Est-ce que vous continuez à faire vos recherches comme vous le faisiez précédemment? C'est les techniques, ce n'est pas une nouvelle technique, c'est les plus anciennes techniques. Je recule dans l'âge, je recule dans mon enfance, et puis à l'époque, quand j'étais avant bande dessinée, quand j'étais illustrateur, je fais de peinture. Et ce n'est pas la nouvelle, ce n'est pas nouveau pour moi. C'est le contraire, c'est quelque chose que j'ai déjà dans mon archive de tous les moyens d'expression possibles, ou presque toutes. Voilà donc Torgal. Je signale juste en passant que Torgal fait la une du magazine Historia. Voilà. C'est un hors-série spécial entièrement dédié à la série, c'est assez exceptionnel. Hein. Oui, absolument. Moi, je voulais parler d'un phénomène, Allez. mais c'est un vrai phénomène. Vous connaissez peut-être, si vous avez des enfants, vous devez connaître le Rire Jaune. Le Rire Jaune, c'est un YouTuber, enfin c'est deux frères en fait. Ah bah voilà, Vanilla dit oui, parce que Vanilla est lectrice de manga, et il se trouve que ce garçon-là, c'est un grand fan de manga. En fait, il voulait faire du manga d'abord, il se trouve qu'il a fait un peu une chaîne YouTube qui a tellement cartonné qu'il continue de le faire, mais depuis 2012, il a lancé cette chaîne, il a 3 300 000 abonnés, plus de 400 millions de vues, enfin c'est colossal. Et là, il vient de sortir ce manga. J'en parle parce que quand je dis que c'est un phénomène, c'est-à-dire que c'est sorti chez Michel Lafon, qui est un éditeur qui ne fait jamais de bande dessinée, oui. Mais parce que là, lui, il connaissait personne, il était là parce qu'il y avait une copine youtubeuse qui était là, du coup, il est allé présenter son projet. C'est un vrai manga avec, vous savez, comme dans les vrais mangas, avec des chapitres en couleur, des quelques pages en couleur au début de chaque chapitre, édité de droite à gauche, etc. Et si j'en parle, c'est parce que dans le genre phénomène, le garçon, il en tirait à 50 000 exemplaires, ça a été épuisé en 3 jours. C'est introuvable, c'est une denrée hyper rare, entre les mains. Et ça a rendu vos enfants hystériques. Et donc, ils viennent en retirer 100 000. Ça arrive dans quelques jours en librairie. Donc voilà, soyez patients, mais ça va venir. Et c'est vachement bien fichu. Donc faites-vous plaisir. Parfait, l'émission est désormais terminée. Vous pouvez évidemment la revoir en replay sur le site de Watch TV ou sur le site de notre partenaire BD Gest ou sur YouTube, Dailymotion et l'écouter en podcast. La semaine prochaine, vous retrouverez donc Christophe qui fait une spéciale Saint-Malo, donc à voir. Nous, on se retrouve dans 15 jours, le 24 novembre pour être précis. Merci Vanilla d'être venue. Avec plaisir. Merci à vous. Ça a été un plaisir de vous accueillir. Au revoir Emmanuel, et on se retrouve, nous, dans 2 semaines. Salut Nicolas, merci à tous, à bientôt. Au revoir à tous, et merci de votre fidélité.